Je vous propose donc de passer à la partie suivante, la naissance des prix du carbone, et donc de commencer par un sujet de responsabilité, donc ce qu'on appelle la responsabilité commune mais différenciée. Alors avant ça, vous l'aurez compris, hein, il y a un sujet de responsabilité historique dans le changement climatique, du fait de la combustion des énergies fossiles euh, par les économies dites industrialisées, j'aime bien dire les anciens pays développés. Parfois, on a l'impression qu'on a une forme de dégénérescence de ces pays développés, à se poser la question de ce que c'est que le développement et le progrès. En tout cas, on a une forme de responsabilité historique par de nombreux pays, à commencer par les États-Unis, l'Australie, le bloc soviétique euh, et l'Europe, évidemment. Euh, mais on a une responsabilité aussi qui est commune, mais différenciée. Donc ça, cette responsabilité commune, mais différenciée, c'est un des piliers de la Convention 4 des Nations Unies. Et on a un sujet aujourd'hui de différenciation des émissions importées et exportées. Et donc, on a une balance. Donc là, vous avez une carte du monde qui vous montre que certains pays sont exportateurs d'émissions de gaz à effet de serre, donc ce sont les pays bleus, et des pays qui importent des émissions de gaz à effet de serre. Euh, on a aujourd'hui un vrai sujet sur les émissions importées. On a beaucoup parlé ces derniers temps de déforestation importée. Quand on a des pays industrialisés qui s'offusquent des feux de forêt au Brésil, mais qui dans le même temps nourrissent un bétail avec du soja brésilien responsable de la déforestation, il y a une forme de schizophrénie, définitivement. Euh, Quand on a un pays comme la France qui se réjouit de réduire les émissions territoriales, mais qui dans le même temps délocalise ces émissions en, en voilà, et en important plus d'émissions provenant de pays qui n'ont pas les mêmes règles et les mêmes normes environnementales, on a un problème. Donc il est important d'avoir ce tableau en fait général d'une vision où on a les émissions territoriales certes, mais on a aussi une grande part d'émissions importées et nous sommes, je veux dire, ça fait partie de la mondialisation. On est liés aux autres et donc on a tous une part de responsabilité sur ce qui se passe à l'autre bout du monde. Bonne question. La Chine est-elle toujours, enfin, pourquoi la Chine est toujours classée dans les pays euh, non annexe 1? Donc annexe 1 pour les autres, ce sont euh, les pays de l'OCDE en fait, qui s'étaient engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto. On va en parler. Et donc la Chine ne fait pas partie des pays de l'annexe 1. Elle n'a donc pas d'engagement de réduction d'émissions dans le cadre du protocole de Kyoto, puisque aujourd'hui nous avons un nouveau cadre qui est celui de l'accord de Paris. Et dans ce cadre-là, la Chine a déposé une contribution nationale, donc des objectifs de réduction, notamment en intensité carbone, hein, pas forcément en émissions absolues. Il me semble que vous avez une classification au niveau de l'ONU et que la Chine est passée d'un pays en développement à un pays en transition industrielle, mais qu'elle n'est pas considérée encore comme un pays industrialisé. Et qu'à ce titre, elle ne fait pas partie des pays de l'annexe 1. Ça, je pense que c'est le premier point. Et le second point, c'est que il ne me semble pas que ces annexes au protocole de Kyoto puissent être retouchées, en fait. Le protocole de Kyoto, en fait, appartient au passé. Il appartient au passé, donc pendant toute la période du protocole de Kyoto, d'engagement de Kyoto,
notamment la période faste, la période clé hein, de 2008-2012, la Chine était bien non annexe 1. Donc, si vous voulez, même le terme annexe 1, il va finir par disparaître. Et il a de fait disparu, le terme annexe 1. Donc, cette distinction entre les pays annexe 1 et non annexe 1, OCDE et le reste du monde, a disparu avec l'adoption de l'accord de Paris. L'accord de Paris, en étant universalisé, comment oui, il a universalisé en fait les engagements de réduction et voilà, et pardon, il a supprimé ce qu'on appelle la différenciation des pays. Donc en fait, cette question appartient au passé. Je suis désolé de vous répondre comme ça, mais la Chine aujourd'hui est de fait, elle n'est plus dans les pays de l'annexe 1 puisqu'elle a pris un engagement de réduction d'émissions au travers de sa MDC. Ensuite, on a un sujet de responsabilité qui est aussi fondamental pour moi, pour bien comprendre la situation, c'est que les 10% de la population les plus riches émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Il est aujourd'hui, au même titre hein, que la croissance des points de PIB n'est pas découplée de la croissance de la consommation d'énergie en majorité fossile, la population la plus riche est celle qui émet le plus de gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc on a un vrai sujet d'équité dans la lutte contre les changements climatiques, qui est connu hein, depuis toujours dans les négociations internationales, où on attend des pays, notamment de l'OCDE, donc les plus riches, de prendre des engagements de réduction. Et donc vous le voyez bien ici. Et on a 50% de la population qui, qui émet moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et on a aujourd'hui un sujet qui est clé, qui est celui de ce qu'on appelle le développement. Je préfère parler de lutte, je dirais, de la sortie de la pauvreté, et en fait, encore plus précisément, d'accès à des besoins essentiels, que sont avoir accès à une eau potable, avoir accès à l'énergie, et notamment à une énergie qui soit la plus propre et la plus durable, et non délétère pour la santé des populations, avoir un toit sur la tête et pouvoir aller à l'école. Et donc, l'enjeu numéro un aujourd'hui dans le monde, c'est de permettre à ces 50% de la population mondiale d'accéder à ces besoins essentiels. Et donc, je pense qu'il faut, je vais le dire de manière un peu provocante, il faut souhaiter que que la moitié de cette population puisse émettre plus de carbone parce qu'on a pris du retard sur un développement bas carbone. Alors, c'est clairement ce qu'il faut faire aujourd'hui, hein, je ne dis pas le contraire, mais on ne peut pas s'étonner que certains pays développent des usines thermiques au charbon pour répondre à la demande croissante d'énergie dans certains pays. Donc on fait face un peu à ce paradoxe parce qu'on a pris du retard tout simplement. Hein. On fait face à un paradoxe qui finalement est assez simple à comprendre, c'est qu'on a une surconsommation d'énergie par les pays les plus riches. D'accord, quand on prend une voiture pour faire 200 mètres, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une surconsommation d'énergie, je dirais une forme d'ébriété énergétique, quand, quand de l'autre côté, on a un manque flagrant d'accès à l'énergie. Et donc, il y a un besoin de rééquilibrage et d'équité dans l'accès à l'énergie et donc dans la lutte contre les changements climatiques. Et donc, il faut demander beaucoup plus d'efforts à ceux qui émettent le plus aujourd'hui pour réduire, d'autant plus qu'ils ont les moyens de réduire, qu'aux pays les plus pauvres de la planète, dont les populations ont besoin d'accéder tout simplement à des besoins essentiels qui touchent à leur intégrité physique. Voilà, donc je pense que ce graphique, hein, il résume parfaitement bien les discussions qui ont lieu chaque année sur les COP.
où les pays du Sud demandent plusieurs choses, demandent aux pays industrialisés de reconnaître leurs responsabilités et de payer les pots cassés, parce que ce sont les pays du Sud qui sont les premiers touchés par les changements climatiques. Et par ailleurs, de l'aide de l'aide pour un développement bas carbone, et enfin des engagements de réduction, des engagements de réduction qu'on a vu prendre forme dans le protocole de Kyoto. On a ensuite d'autres déterminants des émissions, du niveau d'émission, alors qui est forcément lié au niveau de richesse, vous l'avez vu. Donc là, vous avez en fait les émissions donc par habitant. Donc quelque part, alors vous le savez peut-être, hein, les habitants de la planète, donc voilà, aujourd'hui un Européen, il émet autant qu'un Chinois, c'est-à-dire entre 8 tonnes à peu près, 8 tonnes de CO2 équivalent, donc tout scope confondu, euh, par an. L'objectif pour coller à une neutralité carbone et ne pas dépasser le seuil des 2 degrés, c'est 2 tonnes de CO2 équivalent par an par habitant de la planète en 2050. Donc on a bien une trajectoire de réduction de nos émissions en valeur absolue, rapportée aux émissions par habitant sur la planète annuelle, et on doit être à 2 tonnes. Et donc on voit bien qu'on a un ensemble de pays qui ont le droit d'émettre plus et qui doivent émettre plus pour pouvoir justement atteindre ces 2 tonnes, tout en accédant, tout en se développant, en créant de l'emploi, etc. Et en limitant la frange de sa population qui vit dans la pauvreté. Donc on doit tous se retrouver aujourd'hui à 2 tonnes, et donc on voit bien que pour certains pays, hein, les États-Unis, l'Europe, etc., il y a un effort important pour ramener les émissions annuelles par habitant à 2 tonnes, tandis que d'autres ont le droit d'émettre plus. D'autres déterminants des émissions comptent, hein, le régime alimentaire. Quand on a en Asie une population qui mange beaucoup de riz, par exemple, on a énormément d'émissions de méthane qui sont liées à ce régime alimentaire. Évidemment, le régime carné fait partie aussi de tout ça. Ensuite, on a des politiques, notamment énergétiques, qui sont menées, qui reflètent énormément les émissions de CO2. Je pense à la France et au nucléaire qui permet aujourd'hui d'avoir un mix électrique plutôt bas par rapport à d'autres pays. On a des pays aussi qui ont, par des événements historiques, réduit de fait leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là, je pense au bloc soviétique, l'URSS, qui a en fait divisé par 3 ses émissions de gaz à effet de serre du fait de l'explosion du bloc. Et donc ça, on va le voir que dans le protocole de Kyoto, ça a beaucoup joué. Et donc voilà, on arrive en fait à une vision, je dirais, économique de ces émissions de gaz à effet de serre, avec en fait l'arrivée des premières taxes dès 1920 par un économiste, Arthur Cecil Pigou, britannique, qui propose de refléter, d'internaliser en fait des externalités négatives, c'est-à-dire un impact délétère sur l'économie, d'une activité sur l'économie, l'impact négatif d'une économie sur une autre économie, et qui propose en fait d'internaliser cet impact négatif en taxant ces activités qui finalement reflètent un coût pour la société. Son exemple à l'époque, hein, c'était l'exploitation de chemins de fer. Les locomotives tournaient au charbon et envoyaient par la cheminée de la locomotive plusieurs morceaux de charbon incandescents qui mettaient le feu aux cultures alentours, et donc il y avait un impact sur la sécurité alimentaire, sur les paysages. Il fallait payer les pompiers pour éteindre le feu, parfois ça brûlait des villages, etc. Donc c'était l'exemple typique d'une activité qui était mauvaise sur la vie des hommes à côté, sur la société. Finalement, cette vision d'une taxe
qu'on appelle encore des taxes pigouviennes, hein, d'accord. Évidemment, les taxes sur le tabac, sur l'alcool, etc., sont les meilleurs exemples de taxes pigouviennes, puisque boire et fumer, c'est mauvais pour la santé, et c'est mauvais pour la société, puisqu'on doit traiter les maladies qui sont associées à cette consommation. Donc ça, c'est le meilleur exemple des taxes pigouviennes, et en fait, c'est le point de départ de la taxation du CO2, puisque le CO2, l'activité d'émettre du CO2, a un effet délétère, vous l'avez vu au travers des conséquences, a un effet négatif sur l'ensemble de la société mondiale. Entre Pigou et la mise en place je dirais des cap and trade américains et du protocole de Kyoto à l'échelle internationale, on a en fait la mise en place, poussée par Ronald Coase, du premier cap and trade américain sur le soufre, sur les émissions en fait de polluants atmosphériques. Donc là, on est bien sur les polluants locaux qui venaient des usines au charbon américaines et qui, en se mélangeant à l'humidité de l'atmosphère, retombaient sous forme de pluie acide. Donc on a le programme Acid Rain américain qui voit le jour au début des années 90, qui vient s'appuyer sur la théorie en fait de Ronald Coase, en disant Ronald Coase en fait est venu dire écoutez, vous voyez que le débat est vieux d'une centaine d'années, hein, la taxation d'une activité est mauvaise pour l'économie, d'accord, puisqu'elle augmente les charges et donc on n'est pas à l'optimum économique. En l'occurrence, si vous taxez les billets de train de ceux qui prennent le train qui va foutre le feu aux champs alentours, vous allez faire perdre des clients à la compagnie de chemin de fer. Donc, il serait plus intelligent de faire jouer le marché. Donc, Ronald Coase était beaucoup plus libéral. Ce serait plus intéressant de faire jouer le marché pour réguler les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a effectivement le programme Acid Rain qui vient fixer, plafonner, budgéter en fait des émissions de soufre des usines thermiques au charbon et leur permettre d'échanger sur un marché le droit à émettre du soufre pour ces entreprises-là. Donc là, on a la naissance aux États-Unis du premier ETS, d'accord, du premier Emission Trading System, donc basé sur cap, je plafonne, trade, je permets d'échanger des droits à polluer, qui va nous amener en fait tout simplement vers le marché du carbone, du CO2, et qui est la première façon de donner un prix au carbone. Et puis entre-temps, voilà, vous avez quelques dates clés, hein, avec la création du GIEC par l'OMM, l'Organisation mondiale de la santé, et le programme des Nations Unies. Et puis voilà, on a Rio qui arrive en 92. Alors on a en fait, c'est intéressant de savoir que en Europe, avant le sommet de la Terre de Rio, c'est-à-dire 89-90, on a en Europe un débat tendu sur la fiscalité et donc sur la tarification du carbone. Donc il faut bien voir à quel moment on est, hein. On a eu le rapport Killing de 77 dès les années 80 qui a dit qu'on avait un problème avec le CO2 et le carbone. On a James Hansen qui vient à la NASA, au Congrès américain, dire qu'il y a un problème. On a la création du GIEC. Donc on a les premières conférences sur le climat. Et donc on a aussi une volonté farouche par certains États de réguler les émissions de CO2. Et la première façon de réguler les émissions de CO2, c'est de taxer ce CO2. Et donc, en fait, on a dès les années 89, 90, un débat en Europe, poussé énormément par la France, pour taxer les émissions de CO2, donc une taxe carbone classique, hein,
et on a un débat un peu chaud parce que la France a un mix énergétique qui est relativement faible du fait de son recours au nucléaire, et ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres pays européens. Et donc on arrive en fait à une vision qui se croise sur est-ce que je taxe le carbone ou est-ce que je taxe l'énergie que je consomme. Et c'est dans la foulée de ce débat des années 90 en Europe que le sommet de la Terre de Rio a lieu en 92 avec la signature de 3 conventions cadres, une sur la désertification, une sur la biodiversité et évidemment, celle qui nous intéresse sur le climat, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À Rio, on a une poursuite de ce débat européen et en fait, on a l'Europe qui arrive à Rio avec la proposition d'une taxe carbone-énergie qui serait applicable aux principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et on a une autre vision des choses qui est, elle, beaucoup plus portée par les États-Unis, qui viennent de mettre en place leur système cap and trade sur le SF6, et qui dit non, 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 il est plus intelligent et moins. Et donc c'est le débat clé, hein, c'est pour ne pas assommer les entreprises et freiner leur compétitivité, il est plus intelligent de réguler les émissions de gaz à effet de serre en quantifiant leurs émissions et en leur fixant des objectifs de réduction. Voilà, donc on pourrait le faire à l'échelle globale et on répartirait ces efforts de réduction pays par pays. Les États étant libres de choisir les politiques et les mesures nécessaires pour respecter ces objectifs. Entre les lignes, les États sont libres de mettre en place les taxes qu'elles veulent, la fiscalité qu'elles souhaitent, mais à l'échelle mondiale, il serait plus sympathique pour le secteur privé et les acteurs privés de quantifier les émissions de CO2 et de laisser faire un marché et finalement de mettre en place ce système qu'on a mis en place nous, de quelque part pollueur-payeur, d'allocation de droit à émettre une pollution, en l'occurrence le CO2, et de les laisser échanger sur un marché plutôt que de taxer ces entreprises. La vision de la taxe à cette époque, hein, justement, était a priori très loin d'une taxe dont l'intégralité des revenus était redistribuée aux entreprises. D'accord, on va bien voir, et notamment demain, que la clé de l'acceptation d'une taxe, c'est la redistribution des émissions des revenus fiscaux en vue d'accompagner les entreprises dans leur compétitivité et dans leur transformation pour une transition bas carbone. Et donc, 3 principes directeurs de cette Convention cadre des Nations Unies. Déjà, le fait que la science pousse depuis des années et donc tous les pays de la planète reconnaissent qu'il y a bien un changement climatique qui a pour origine les émissions anthropiques, d'accord, que l'homme est responsable, mais que la responsabilité est différenciée selon la causalité, la capacité de réponse, donc c'est la fameuse responsabilité commune mais différenciée. Et un principe aussi, un pilier de la Convention cadre des Nations Unies qui est particulièrement intéressant, c'est le droit au développement économique. Quand la CNUC reconnaît le droit au développement économique, sans parler de découplage, sans décrire ce que c'est que le développement économique, et sans dire que ce développement bas carbone, il doit correspondre à un découplage des points de PIB et des émissions de la consommation d'énergie, il met sous silence un gros morceau de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, quelque part, il dit que, bah oui, les pays ont le droit de se développer. Donc là, on peut comprendre, on le comprend évidemment, que les pays du Sud ont dit, attendez, moi j'ai le droit de me développer. J'ai le droit de permettre à mes populations d'accéder à de l'eau potable, d'avoir de l'énergie, d'avoir du travail, un toit sur la tête et aller à l'école. Mais à aucun moment, on explique comment ces pays-là vont accéder à ces besoins essentiels sans renforcer les changements climatiques. En clair, comment on va pouvoir découpler le PIB des émissions de CO2.
Je continue. On est en 92 à Rio et on arrive en 97 au protocole de Kyoto. Donc c'est la COP numéro 3. Et là, on a toujours ce sujet. En fait, on a plein de sujets qui sont encore sur la table. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est mis d'accord dans une plutôt bonne ambiance à Rio sur la mise en place, sur la stabilisation de nos émissions de gaz à effet de serre. En 1997, 5 ans après, on définit les mécanismes qui vont nous permettre de stabiliser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, le protocole de Kyoto traduit l'objectif concrètement et engage certains pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a effectivement une signature et une ratification du protocole de Kyoto par différents pays. Donc, on voit que ça a mis 10 ans. On a en 97 l'émergence du protocole de Kyoto et l'Australie ratifie en 2007. Donc, ça a mis 10 ans pour ratifier le protocole de Kyoto. Je vous rappelle que l'accord de Paris a été ratifié par la majorité des pays en 1 an seulement. Et puis là, on a aussi un problème, c'est que 4 ans après la signature de Kyoto, les États-Unis se retirent en fait du protocole de Kyoto et annoncent qu'il ne ratifiera pas. Donc c'est en mars 2001. Ils ont fait marche arrière sur le fait que le protocole de Kyoto effectivement distingue des pays en développement qui n'ont pas d'objectif de réduction de leur et les pays de l'OCDE, les 38 à peu près 38 pays, qui doivent réduire de 6% les émissions de gaz à effet de serre sur une période 2008-2012 par rapport à une année de référence, l'année 1990. Donc les États-Unis, considérant que c'est une perte de compétitivité par rapport à des pays émergents, notamment la Chine, qui n'a pas d'objectif de réduction, les États-Unis se retirent en mars 2001 du protocole de Kyoto. Et donc ça crée forcément, ça met un coup de frein, je dirais, à la gouvernance du climat par les pays de la planète, puisque les États-Unis sont à cette époque les premiers émetteurs en valeur absolue de la planète. Et puis il y a le rôle de la Russie au protocole de Kyoto qui est intéressant. Vladimir Poutine, à vrai dire, qui était déjà là. Donc les États-Unis finalement décident de rejoindre, de signer Kyoto, mais la Russie hésite et la Russie demande au pays finalement d'intégrer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et de siéger à l'OMC, finalement ce qui lui a toujours été refusé en échange de la signature du protocole de Kyoto. Donc c'est là qu'on voit bien que la gouvernance du climat, c'est de la politique et c'est de la géopolitique. L'objectif est de trouver des compromis. Donc certains vous diront aujourd'hui que justement, l'enjeu du changement climatique implique qu'il n'y ait pas de compromis, mais on est à l'échelle de la planète avec 197 pays qui doivent négocier la copropriété. Donc on a toujours des problèmes aujourd'hui dans une copropriété. Quand il y a 10 propriétaires et que vous avez une assemblée générale, on met des lustres à prendre des décisions. Là, on a quand même une propriété qui est la planète, avec 197 copropriétaires, et il faut s'entendre. Donc forcément, vous avez des jeux d'alliance, des compromis, etc. Et donc la Russie a négocié sa place à l'OMC et elle a négocié aussi l'année 1990 comme année de référence. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous avez sur cette carte l'évolution des émissions en rouge entre 1990 et 2008 et la période 2008-2012 en vert qui correspond à l'objectif de réduction. D'accord? Et en 1990,
le bloc soviétique existait, mais plus en 2008. Comme je vous l'ai dit, en fait, la Russie avait divisé par 3 ses émissions de gaz à effet de serre, quelque part sans rien faire. Et en 2008-2012, finalement, elle avait déjà atteint son objectif de réduction et on allait lui allouer des droits à émettre du CO2, des droits gratuits. On allait lui allouer gratuitement ces droits qui allaient avoir une valeur sur un marché. D'accord? Donc là, on parle des quotas d'émissions de CO2. Donc la Russie est extrêmement gagnante sur ce protocole de Kyoto. On voit qu'on a des pays comme l'Australie, qui produit énormément de charbon, comme le Canada, où vous avez ici de la production de gaz de schiste, de sable bitumineux, où on n'est pas du tout dans le même cas que la Russie, c'est que là, on a des émissions en augmentation très très forte de 2 pays, euh, alors que ces pays doivent réduire leurs émissions. Donc là, en fait, on a des pays qui sont rapidement sortis du protocole de Kyoto,